Bonjour Anne Toulouse. Bonjour. Vous êtes journaliste franco-américaine, vous vivez entre la France et les États-Unis, vous vivez même en face de Washington, du côté de la Virginie Arlington, là où se trouve le Pentagone. Oui, et le cimetière aussi. Et le cimetière américain. Et vous connaissez donc très bien les États-Unis pour y vivre, pour en connaître le pouls de tous les jours. Et puis c'est un de mes deux pays. C'est l'un de vos deux pays. Hier, il y avait la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Quelle image, avant de rentrer dans les détails, quelle image, quel moment vous a particulièrement marqué lors de cette cérémonie d'investiture ? C'est déjà de voir Donald Trump entrer sous la rotonde pour devenir le 47e président des États-Unis. Parce que si on se reporte 4 ans en arrière, c'est quelque chose que peu de gens prévoyaient. Parce que pendant ces 4 années, il a touché le fond de l'opinion publique quand il a refusé d'admettre sa défaite de 2020. Ensuite, les affaires judiciaires se sont enchaînées. On doutait un petit peu qu'il soit désigné par le Parti républicain parce qu'il a eu de la concurrence, notamment avec Nikki Haley, qui est allée assez loin. Et puis après, il y a eu les 2 attentats. Donc aujourd'hui, il pourrait être mort ou en prison. C'est une remontada extraordinaire. Donc ne serait-ce que de le voir là, présent, investi, c'était déjà quelque chose... C'est un comeback comme je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres dans l'histoire des États-Unis. Donc après cela, il fait un discours et comme Donald Trump sent toujours l'air du temps, justement, sur le thème quelque chose qui est très américain, c'est que tout est possible, le ciel est ma limite. Enfin, on connaît tous les poncifs. Il était typiquement dans la mythologie américaine, vous diriez ? Pendant le début. Alors, parce qu'avec Donald Trump, c'est toujours la même chose. Ça commence bien et ça finit toujours moins bien. C'est-à-dire qu'il a un texte préparé, d'ailleurs, qu'on avait annoncé comme la révolution du bon sens. Alors, c'est pas une invention de son service de presse. Ils sont allés chercher ça dans les prémices de la révolution américaine, qui a démarré en partie sur un pamphlet de l'un des pères fondateurs, Thomas Paine, qui avait... c'était la révolution du bon sens. Donc, il voulait reprendre cette référence historique. Mais Donald Trump étant Donald Trump, il promet un nouvel âge d'or, enfin tout ça, quelque chose de très optimiste. Comme le dit votre éditorialiste d'aujourd'hui, Philippe Gély, des accents réganiens. Mais le problème, c'est que Ronald Reagan avait quelque chose de lumineux dans sa personnalité, que tout restait sur ce qu'il disait, c'est un repère de lumière. Et Donald Trump, à un moment, il dévie, il repart sur, en parlant de lui, qui est son sujet préféré, j'ai été victimisé, j'ai échappé à la mort, c'est Dieu qui m'a permis d'être là. Et il part dans une démolition de Joe Biden, de la politique de Joe Biden. Ce qui était peut-être une vengeance sur le discours de départ de Joe Biden, qui avait été extrêmement cruel sur la présidence à venir, en disant que c'était une autocratie. Enfin, on prévoyait une espèce d'apocalypse. Donc, voilà, ce qui était un grand moment d'unité nationale a un peu dévié sur la fin. Vous diriez comment il aborde ce mandat ? Est-ce que, justement, dans un esprit de revanche ? Certainement, parce qu'il y a toujours eu chez Donald Trump, c'est une constante, même à l'époque où il était homme d'affaires, il y avait cette revanche d'être ce petit promoteur immobilier du Queens, de la banlieue, qui s'attaquait à Manhattan. Il n'a jamais été vraiment pris au sérieux jusqu'au moment où on a vu que quand même, il repérait des terrains constructibles et il arrivait à persuader les banques de construire des gratte-ciel dessus. Et même dans sa vie privée, il était à la une des tabloïds. On l'appelait le Donald. C'était quelque chose qui faisait un peu rire. Quand il a commencé à se présenter en politique, le Parti républicain était horrifié. Sa première inauguration, 70 parlementaires démocrates ont boycotté. L'opposition s'est baptisée la résistance. Et puis après, il y a eu toutes ces affaires judiciaires où il y avait un fond, on n'attaque pas les gens pour rien aux États-Unis, mais on peut dire quand même que la justice a eu la main un peu lourde sur lui. Donc voilà, il a tout ça, il arrive et on a osé me faire ça à moi, mais vous voyez, moi je reviens. Et là, il revient vraiment avec... il a gagné le suffrage populaire, les 2 chambres, il a une majorité dans les 2 chambres, et à la Cour suprême, en grande partie grâce à lui. Donc vous imaginez quelqu'un qui est déjà porté au narcissisme, ce que ça peut donner. Vous diriez qu'il est plus expérimenté, plus prêt à exercer
Ah oui, bien sûr. D'abord parce qu'il a eu 4 ans de pouvoir. On dit que quand il est arrivé à la Maison-Blanche, d'abord, je pense qu'il a été surpris par son élection. Il s'y attendait, enfin, il devait l'espérer, mais c'était quand même une divine surprise pour lui. Mais il n'avait jamais fait de politique, il n'avait jamais été élu à rien. C'était un homme d'affaires. Les gens il ne connaissait personne en politique, et le Parti républicain même prenait un peu ses distances par rapport à lui. Donc, certains de ses collaborateurs racontent quand ils sont arrivés à la Maison-Blanche, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, ils ne trouvaient même pas les toilettes. Mais enfin, ça, je pense qu'ils l'ont repéré rapidement. Et donc, on voit bien d'ailleurs que dans son premier mandat, il y a beaucoup de turnover et tout ça. Oui. Là, il a appris la politique et puis il a appris l'opposition. Il a eu 4 années extrêmement amères parce qu'il n'a jamais digéré ça. Il savait qu'il avait perdu, mais il ne le digérait pas, il ne voulait pas le dire. Et donc, ces années qui ont été extrêmement dures, et là, il revient non seulement... Il connaît la politique, mais comme il a été élu d'une façon très nette, et que il voit un vrai suffrage populaire. Et puis il a complètement verrouillé le Parti républicain. Maintenant, dans le Parti républicain, plus personne n'ose dire non à Donald Trump. Donc, et même, vous voyez bien que tous les chefs d'entreprise qui étaient des piliers du Parti démocrate sont en train de se rallier à lui. Donc, vous évoquiez tout à l'heure, et je voulais y revenir avant qu'on parle de l'équipe présidentielle autour de Trump et puis des premières décisions, la tentative d'assassinat qui a eu lieu, notamment au mois de juillet, où il a échappé de très peu à la mort. Il l'a évoqué hier. Il a employé des mots « ma vie sauvée par le Seigneur qui veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur ». Vous diriez que ça a réellement impacté sa psychologie, ou cette dimension d'élu dans un sens religieux, c'est aussi une façon de flatter un électorat évangéliste? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est les deux, oui. Il y a un peu des deux, parce que je pense que personne... Enfin, moi, j'étais devant ma télévision au moment où ça s'est produit. Et il y a quelques secondes où on pense vraiment qu'il est mort, parce qu'on le voit tomber et on le voit se relever. Enfin, on sait qu'il n'est pas mort quand il se relève, mais il y a quand même le visage couvert de sang. C'était quand même... S'il n'avait pas tourné la tête à ce moment-là... Oui, ça se joue à 2 mm. Ça se joue à 1/10 de seconde et à 2 mm. Donc, je ne pense pas qu'un être humain puisse passer à travers une telle épreuve sans qu'il en reste quelque chose. Maintenant, qu'il ait une expérience mystique, ça, je ne crois pas. Parce que Donald Trump sait très bien quelle est sa clientèle, et notamment les chrétiens conservateurs. Il joue sur ce côté messianique, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur paroissien qu'est les églises américaines. Bon, il est chrétien, puis on a vu hier, d'ailleurs, pendant l'inauguration, il y a eu une abondance de bénédictions, et il va y en avoir encore ce matin, puisque ça, c'est un rite. On va aller le faire bénir on fait bénir le nouveau président à la cathédrale nationale, d'ailleurs avec toutes les confessions. Quelquefois, il y a même les athées dans ces... Oui, on a vu hier un imam, un rabbin, un révérend, surtout... un pasteur, mais néanmoins, il n'a pas juré sur la Bible. Je crois que c'est une tradition, mais c'est pas constitutionnel, en fait, c'est ça ? De toute façon, on n'a même pas à jurer sur la Bible, et d'ailleurs, certains présidents ne l'ont pas fait. On jure simplement de respecter la Constitution. C'est un titre, c'est un texte qui est dans la Constitution, et même la formule à la fin, avec l'aide de Dieu, ça c'est quelque chose qui est ajouté, que la plupart des présidents disent, mais ils le font pour flatter les États-Unis, où Dieu est toujours très important, sans doute à juste titre d'ailleurs. Mais donc oui, c'est surprenant, parce que en plus Mélania était là sous son grand chapeau avec ses 2 Bibles, et elle ne savait pas quoi en faire à un moment. C'était assez surprenant comme image. Alors il a déjà signé des décrets, Donald Trump. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Il faut toujours le croire, hein, finalement. Il dit des choses, il le fait. Notamment, le premier des décrets, et son objectif, c'est d'expulser des millions de clandestins. Comment il va s'y prendre, et quelle est l'ampleur de l'immigration clandestine aux États-Unis ? Écoutez, c'est difficile parce qu'elle est clandestine. On l'estime entre 11 et je dirais 14 millions. Oui. Alors, oui, c'est très difficile, et puis c'est même pas souhaitable. Et je pense que lui-même, d'ailleurs, va y mettre un bémol. Par exemple, il a dit dans des interviews qu'il allait respecter ceux qu'on appelle les dreamers. C'est les gens qui ont été amenés tout petits aux États-Unis. Donc, on peut pas dire qu'ils aient brisé les lois de l'immigration, puisque c'était des enfants, enfin, c'était moins de 16 ans. Donc, je pense qu'il ne touchera pas à ça. Le premier but, ce sera les gens qui ont déjà un arrêté d'expulsion. Il y en a, on dit, plus d'1 million. Ensuite, et peut-être d'abord d'ailleurs ceux qui ont commis des crimes ou des délits. Et là, je pense que l'opinion publique ira plus ou moins avec ça, parce que
trouve que la loi américaine doit être respectée. Et puis, s'il essaie de... mais je ne vois pas trop d'ailleurs comment y arriver, parce que la frontière américaine, elle fait 3200 km, dont la moitié sont contrôlés par le Texas, qui va peut-être collaborer, les autres, la Californie, certainement moins. Et donc l'opinion publique aussi a été choquée par ces centaines de milliers de personnes qui passaient. Alors certains légalement, puisqu'on pouvait demander un droit de passage aux États-Unis, et puis à ce moment-là, on vous disait vous allez passer devant un juge, et puis vous reviendrez quand vous serez convoqué. Évidemment, il y en avait beaucoup qu'on ne revoyait pas. Où l'opinion publique ne marcherait pas, ce sont des gens qui sont là, peut-être entrés illégalement, mais qui se sont installés depuis des années, qui ont fondé une famille et qui ont un métier et qui sont utiles à l'économie. Oui, parce qu'il y a une partie de l'économie américaine qui tourne grâce à eux, non ? Évidemment, vous les voyez partout. Moi, je suis prête à parier que dans mon immeuble, la moitié des gens qui assurent les services sont entrés. Je douterais qu'ils aient un permis de travail. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, mais on les voit partout. Et c'est vrai. Je crois que la grande difficulté, ce sera de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a des situations qui sont complexes. Par exemple, des gens qui ont eu des enfants qui ont la nationalité américaine. Oui, alors il dit, l'un de ces décrets, c'est pour supprimer le droit du sol. Ça, je ne pense pas que ça passe devant la Cour suprême, parce que c'est dans la Constitution des États-Unis. La première des préoccupations des Américains, c'est l'immigration ou c'est l'inflation ? Ah non, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Alors là, je peux vous dire, l'inflation qui est patente, hein, même si on dit, oui, maintenant, c'est vrai qu'elle s'est tassée. Alors ça, les gens n'y croient pas trop, parce que vous savez, moi je dis toujours, je peux écrire un article sur l'inflation à chaque fois que je vais au supermarché. On voit bien que tout augmente constamment, des produits de première nécessité. C'est pas forcément dû à l'incurie du gouvernement. Il y a des tas de facteurs connexes. On dit il y a eu la grippe aviaire sur les œufs et tout ça. Mais enfin, ce que voient les Américains, c'est que ce qui leur coûtait à un moment $80 va leur en coûter 95 quand ils passent à la caisse. Oui. Ça, c'est net. Sonnant et trébuchant, comme on dit. Et les produits alimentaires ont augmenté en gros sur les 4-5 dernières années de 25%. Je peux vous dire que ça, on le sent. Donc il est attendu essentiellement sur ça. C'est ça, parce que les gens, vous savez, aux États-Unis, ils votent pour l'économie. Bon, alors vous avez des problèmes annexes. C'est vrai que l'immigration, surtout quand elle joue sur l'économie, parce que par exemple, vous avez des immigrés récents qu'on envoie dans les grandes villes et où on leur donne un logement, leurs enfants vont à l'école, hein, parce que les États-Unis, il y a quand même un peu de politique sociale, contrairement à ce qu'on dit. Ils vont dans les hôpitaux. Et ça impacte surtout les couches les plus pauvres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez de plus en plus de Noirs qui sont contre l'immigration, qui vont voter pour Trump ou ne pas voter plutôt pour les démocrates. Et vous voyez, on dit, comment se fait-il que les latinos votent pour lui ? Mais d'abord, les latinos, ça va des Cubains jusqu'aux Argentins. C'est pas du tout... Et puis les gens qui votent, ce sont des gens qui sont américains. Oui. Et puis tous ces gens-là pensent aussi, on ne pense jamais à l'immigration régulière, parce que vous avez des gens qui attendent depuis des années d'avoir un visa pour retrouver leur famille. Par exemple, aux Philippines, je crois qu'il y a une liste d'attente de 20 ans, c'est-à-dire que vous êtes mort avant d'avoir votre visa. Donc vous voyez, tout ça c'est complexe, mais je pense que ce qui est quotidien, c'est vous voulez une vie meilleure pour vos enfants, et on en revient toujours à la grande phrase de Ronald Reagan, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui que vous étiez il y a 4 ans. Si vous répondez non, vous ne votez pas pour le pouvoir en place. Sur le plan international, il a réitéré ses déclarations sur le Groenland et sur Panama. Il n'a pas mentionné l'Ukraine, qui était, lors de sa campagne, sa priorité, une promesse. Hein. Oui, parce que maintenant, les promesses, même si c'est quelqu'un qui tient ses promesses électorales, ce qui est rare, là, sur l'Ukraine, il faut être deux. Vous avez Poutine en face, donc je pense qu'il va tâter un peu le terrain. Sur Panama et le Groenland, alors sur le Groenland, alors c'est toujours ce que fait Donald Trump, il a des déclarations outrancières, mais sur des problèmes qui sont logiques. Alors surtout sur le Groenland, parce que le Groenland, on appelle ça la zone de non-droit de l'Arctique. C'est un immense territoire qui est en ce moment juste à la limite, puisque les Danois ont abandonné une partie de leur souveraineté. Ils sont incapables d'en assurer la sécurité. La sécurité est surtout assurée par une base américaine, et vous avez la Chine et la Russie qui ont un œil dessus. Et comme les habitants du Groenland veulent demander leur indépendance, là ils se disent on va peut-être faire un partenariat. Panama, ça a été rétrocédé à Panama, le canal qui appartenait aux Américains, qui était sous contrôle des Américains, ça a été fait par Jimmy Carter. Maintenant c'est fait, c'est difficile de revenir sur un traité. Le temps file très vite. Quelle place pour l'Europe ?
avec cette présidence Trump? Vous savez, l'Europe, c'est quelquefois fait des illusions, et ça me fait de la peine de le dire, hein, parce que moi j'ai un pied de chaque côté, mais c'est fait des illusions sur les présidents américains. Obama a écrit dans un de ses livres « L'Europe, c'est l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre ». Et on a bien vu que pendant toute sa double présidence, il s'est tourné vers l'Asie. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Europe, hein? Il regarde au-dessus de nos têtes. C'est l'Asie, c'est la Chine. Alors pour Obama, c'était même quelque chose de sentimental, parce que pour lui, c'était l'Europe, c'était la colonisation, donc il y avait une rancœur. Et puis regardez, il avait été élevé en partie en Indonésie. Pour lui, c'était l'avenir. La Chine, d'ailleurs, on lui reproche beaucoup maintenant sa politique à l'égard de la Chine. Bon, Joe Biden est tombé dans les bras de l'Europe parce qu'il n'était pas Trump, mais regardez, il a quand même pris des mesures protectionnistes qui n'ont pas été à l'avantage de l'Europe. Donc, je pense que Trump, c'est tout ça XXL, mais c'est pas nouveau dans la mentalité américaine. On va suivre ça pendant ces 4 années, vous reviendrez bien évidemment. Je mentionne votre dernier ouvrage, L'art de Trumper, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est aux éditions du Rocher. Merci Anne Toulouse d'avoir été avec nous et à très vite.